Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Salut mes petits farfadets velus, quelle joie de vous retrouver après ces semaines d'absence, et pour nos retrouvailles, on va se faire pouic bande de petits vénards, car j'ai envie de parler d'une valeur sûre, le Special Strange numéro 29, édité en août 1982 par Lug, qui fut le second Special Strange que j'ai acheté. C'est super. Et là, tout le monde sera d'accord pour dire que c'est le top of the top. Le contenu de ce bouquin est génial, je pense que vous vous en souvenez tous, même ceux qui l'ont pas lu, ce qui déjà, à la base, n'est pas logique. J'ai déjà consacré une vidéo très nostalgique sur cet album par le passé, une vidéo qui était plus chargée en émotions qu'en déconnade d'ailleurs, et je ne vais donc pas répéter ce que j'y disais. Cette phrase n'est pas facile à dire et sonne bizarrement dans la prononciation. Non. Nous sommes donc en août 1982, comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui ne suivent pas. Le jeune blondin détumescent que j'étais venait d'entrer dans l'univers des super-héros au début de ce même été, et très emballé par le Special Strange 28, j'avais bien envie de poursuivre ce fantastique voyage coloré dans le monde des mecs en costume flashy. Ce Special Strange 29 est certainement celui que j'ai le plus relu, et il est aussi celui qui m'a donné envie de dessiner. Les grosses têtes des X-Men en première page de l'épisode 131 m'avaient poussé à prendre le crayon et à les décalquer. On bat les couilles, frère. Mais bon, tout est bon dans ce numéro, car en plus des X-Men, j'avais beaucoup aimé les aventures de Speedy et de la chose associée au Captain America. Et bon sang, regardez-moi cette couverture avec ses courbes audacieuses, téméraires et arrogantes. Elle est splendide et quand tu la regardes, tu ne peux t'empêcher de penser « Olive, toi tu veux me pécho !» Mais cessons là les souvenirs et débutons avec l'épisode de l'araignée associé au bon vieux Daredevil, dans un épisode de 17 pages tiré du Marvel Team Up 73 de septembre 1978, je suis totalement en apnée, écrit par Gary Friedrich, dont les consonances teutonnes me rappellent quelques souvenirs émus au pays de la choucroute. Tu parles de l'Alsace? Non. C'était une époque où je savais si bien faire brûler la chair des femmes sans jamais donner mon âme, mais je m'égare de Montparnasse et je ne voudrais pas donner l'impression que j'ai été un sex symbole dans ma jeunesse, je ne suis pas comme ça. Bah si là, fais pas style. Tu peux pas test. Au dessin joufflu, on a un certain Kerry Garmill, qui n'est pas le cousin de Mark Hamill, et à l'ancrage Don Perlin, qui n'a rien à voir avec Ron Perlman. Daredevil découvre que son vieil ennemi, le hibou, n'est pas mort. Se précipitant à sa poursuite, il est vite rejoint par Spider-Man. Les deux héros arrivent dans la cachette du hibou par un certain nombre d'intrigues scénaristiques qui feraient pâlir le cinéma hollywoodien d'aujourd'hui. Ah bah si, le scénario hollywoodien d'aujourd'hui, c'est du niveau Brian ou Kevin, oui quand même. Ouais, c'est pas faux. Lorsque les deux héros arrivent dans la base secrète du hibou, ils sont pris en embuscade par les hommes du méchant vilain, qui vont se faire rétamer assez rapidement. S'étant pris une branlée, les brigands abandonnent leur employeur et s'enfuient. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer cette case où le brigand s'exprime dans un langage qui ne pourrait pas être compris aujourd'hui par les Kevin, c'est le moment d'aller bomber à la NPE. Il y a même le mot périphrase dans une autre case, alors là c'est directement l'AVC pour nos Kevin. Le reste n'est qu'une formalité pour nos deux héros qui vont appréhender le hibou. Le récit est très classique, mais se lit plutôt bien, et même s'il fait référence à d'autres événements autour du hibou, l'auteur donne suffisamment de clés au lecteur pour que la non-lecture des récits antérieurs ne soit pas un handicap. Du côté du dessin, c'est très classique, mais c'est pas vilain à voir, et en tant que gosse, j'étais très content de découvrir cette aventure de deux de mes héros préférés. C'est super. Puis le Special Strange nous propose la chose et l'homme-chose ensemble. Alors moi, je me souviens qu'à l'époque, la présence de ces deux personnages aux noms similaires m'avait embrouillé. La chose et l'homme-chose, je savais plus qui était qui. Tiré du Marvel 2-in-1 numéro 43 de septembre 1978, ce récit est écrit par Ralph Macchio et dessiné par John Byrne. Et là je vous le dis tout de suite, c'est cet épisode avec Captain America qui m'a définitivement poussé au dessin. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois que j'ai pu reproduire la baston entre le Captain et Victorious. Je crois que j'ai dessiné ces scènes à toutes les sauces. Du côté histoire, c'est la suite de l'épisode que j'avais évoqué lors de la deuxième vidéo sur le Special Strange 28. Après avoir retrouvé le culte de l'entropie pour récupérer le cube cosmique, Ben Grimm et Captain America arrivent à découvrir que le culte l'a utilisé pour donner vie à leur dieu, Jude, the Entropic Man. Le chef du culte est Victorious. Ce dernier explique comment il est devenu membre du culte et comment ils ont utilisé le cube cosmique pour transformer les restes de leur chef mort, Yang-San, en Jude, afin de réaliser leur idéal d'entropie universelle, le tout dans un long monologue de Victorious, bourré de conneries, on dirait un discours de Donald Trump. Et là, tu sens que ça va partir en quenouille. As-tu vu, canaille? Et la baston qui s'ensuit est tout bonnement géniale et dynamique. On ne s'ennuie pas, et je peux vous dire qu'il y a de la testostérone. J'ai tellement aimé cette histoire que je l'ai rachetée en VO. Vous voyez, comme je vous exhibe l'objet de mon désir avec une fébrilité sexuelle que j'ai du mal à contenir. L'histoire est très bien fichue, et chose que j'aime beaucoup, c'est que les protagonistes ne sont pas forcément des têtes d'affiche. Bah ouais, rares étaient ceux à l'époque qui connaissaient Victorious ou même l'homme-chose. En fait, Victorious, on a pu le voir par le passé en France dans quelques revues chez Haredi. Lorsqu'il mentionne comment il essayait de recréer le sérum du Super
soldat, il fait allusion à l'épisode publié dans Astonishing Tales numéro 18, édité en France dans l'étrange aventure 56 de 1977, dans un épisode de Khazar. La bataille de Victorious contre Khazar est d'ailleurs intégralement éditée dans ce même ouvrage, Étrange aventure, qui diffusait également les Astonishing Tales 19 et 20. Quant au culte de l'entropie dirigé par Yang San, dont parle Victorious, cela fait allusion à l'épisode tiré du Giant Size Man Things numéro 1 que les Français ont pu voir dans l'Eclipso numéro 60 en 1977. Y a de quoi s'y perdre. Bon, j'espère que vous me mettrez un post-blow parce que j'en ai chié pour trouver ces infos. Non. Bon, mais je vous rassure, hein, lorsqu'on lit cette aventure dans le spécial Strange numéro 29, on n'est pas du tout largué et c'est tellement bien écrit qu'on comprend tout de suite à qui on a affaire et surtout on ne s'ennuie pas à la lecture de ces pages. Franchement, pour moi, ces pages ont un goût de trop peu. Forcément, les dessins de monsieur John Byrne rendent l'histoire sublime. D'ailleurs, je crois que ça a été primé, hein. Pars-tu? Bon, je sais plus. Et nous voilà enfin à l'instant que tout le monde attend. On va parler des X-Men avec le premier récit tiré de l'Uncanny X-Men 130 de février 1980, réalisé par le trio qu'on ne présente plus, les divins Chris Claremont, John Byrne et Terry Austin. Ah! Et là, on touche au divin. Ça y est, on est dans le fond du fun, le lupanar des étoiles, la saucisse dans la choucroute. L'analogie est étrange, gros. Et comment donc? Et commandant qui, je te prie? Et commandant Cousteau. Bon, vous l'aurez compris, c'est... Waouh! Cyclope, Phoenix et Diablo enquêtent sur une boîte de nuit à Manhattan pour rechercher le mutant détecté par Cérémon. Et là, hop, tout de suite, j'interviens avec mon érudition stupéfiante qui stupéfie souvent mes contemporains. La première page nous dit que les X-Men arrivent dans la Delano Street, dans les bas-fonds de Manhattan. Et ben non, il n'y a pas de rue Delano à Manhattan. Bah t'énerve pas. Ah si, ça m'énerve. Il y a une école secondaire Delano dans le quartier Alphabet City du quartier Lower East Side de Manhattan, mais pas de rue Delano. D'ailleurs, je suis en train d'écrire une thèse dessus. On bat les couilles, frère. Par contre, à l'époque où ce numéro a été publié, c'était une zone délabrée du quartier qui contenait un certain nombre de clubs punk dans le genre New Wave Underground, un peu comme celui qui est représenté dans cette BD. Le genre de mec que tu vois rouler leur bédo dans le caniveau de la rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Ah bah oui, hein, moi je suis dans le concret, hein. Bah si, quand même. Regardez, les mecs du club ont tous des looks chelous, avec leur épingle dans le nez, là, justement, qui rappelle le genre New Wave populaire des années 79-80. C'était la mode à l'époque. Cyclope ordonne à Diablo et à sa tronche peu engageante de rester à l'extérieur et de rester à l'affût, pendant que lui et Jean recherchent le nouveau mutant dans la boîte de nuit. Mais ils ignorent tous qu'ils sont surveillés par les sbires du Hellfire Club, qui ont également été envoyés pour capturer le nouveau mutant. En entrant dans le club, Scott et Jean font assez tâche au milieu des clients très punk, dans leur dégaine, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est là que tu te dis qu'ils auraient pu amener Diablo, il aurait fait raccord avec la faune locale. Il y a que des bandits dans ce parachicha. Et pendant ce temps-là, au siège du club des damnés, le fameux Hellfire Club, Jason Wingard et le chef du club, Sebastian Shaw, reçoivent un rapport des soldats qui surveillent la boîte de nuit. Petite remarque dont vous n'avez rien à faire, c'est que nous avons là la première apparition complète de Sebastian Shaw, bien qu'il ne nous dévoile pas encore ses pouvoirs de mutant. Oui, c'est bien Sebastian Shaw, et pas ce pauvre Kevin Bacon, je m'en remets toujours pas. Jason dit à Shaw qu'il s'occupera personnellement de Jean Grey et qu'il n'ira pas par 50 nuances. Vous avez compris la blague, bien sûr, les filles. Sebastian Shaw apprend ensuite de la Reine Blanche à Chicago, la bonasse Emma Frost, salut le loot, qu'elle a capturé Serval, Tornade et Colossus, qu'elle retient prisonniers dans des cages, mais aussi le professeur X maintenu dans un état comateux. La jeune mutante nommée Kitty Pryde s'est cependant échappée, pour le moment en tout cas. Et justement, Kitty a utilisé sa capacité de phasage pour se faufiler dans le complexe industriel d'Emma Frost. En s'approchant de Tornade, cette dernière, bien que comateuse, arrive à fournir à Kitty un numéro de téléphone à appeler. Kitty est repérée par l'un des gardes d'Emma et elle s'échappe en utilisant ses pouvoirs de phasage. De retour à New York, Jean continue de fouiller dans la foule lorsqu'elle rencontre Jason Wingard qui la replonge dans un nouveau bad trip temporel, revivant apparemment la vie passée d'un ancêtre. Elle se retrouve dans une église incendiée au milieu d'une cérémonie de mariage entre elle et Jason, présidée par Sebastian Shaw. Après avoir échangé leurs vœux, Wingard enlève la robe de mariée de Jean pour la dévoiler en tant que reine noire. Salut le loot. Franchement, à chaque fois que je la vois dans cette tenue, je suis toujours obligé d'aller me finir dans un chausson aux pommes. Les invités rassemblés, qui ne sont autres que les membres du Hellfire Club, applaudissent et la Roukmout embrasse vigoureusement Jason. Et hop là, point culture. Ces allusions au club des damnés, ou plus exactement au Hellfire Club, puisent leurs origines dans la culture pop de ces années-là. En effet, la représentation du groupe de méchants semble s'être inspirée de la série d'espionnage britannique des années 60, The Avengers, en particulier l'épisode de la série intitulé A Touch of Brimstone. Dans cet épisode, l'agent secret aux cheveux roux, Emma Peel, va sous couverture dans le Hellfire Club en se faisant passer pour la reine noire du péché et arborant une tenue qui montre qu'elle a peu de respect pour elle-même, qui est très similaire à la tenue de Wing
Wingard imposée à Jean Grey dans cet épisode. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous recommande le remarquable ouvrage d'Arnold Babar. Je me suis fait sucer par une végane qui entre vraiment dans les détails avec force et humour. Y a pas de livre pour les enfants avec un éléphant qui s'appelle Babar? Bah, je sais pas, j'en ai pas. Quoi, des enfants? Non, de livres sur les éléphants. Pour en revenir à cet épisode des Avengers, il contenait également un acteur invité nommé Peter Wingard, qui a été la base physique de Jason Wingard, et en plus, ils se sont inspirés du nom. Mais ce n'est pas tout, et tenez-vous bien, bah allez-y, tenez-vous bien. Oui, donc j'allais vous dire que d'autres acteurs réels ont servi de base visuelle aux membres du Club des damnés, avec Sebastian Shaw, calqué sur l'acteur Robert Shaw, Donald Pierce, qui est basé sur Donald Sutherland, tandis que Harry Leland est un dérivé d'Orson Welles. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. Notons aussi que le nom de Sebastian Shaw est peut-être tiré d'un personnage du même nom du feuilleton culte Dark Shadows. Cette série présentait à plusieurs reprises des personnages voyageant dans le temps et rencontrant des personnages historiques qui ressemblent à des personnages de la période contemporaine. Ce qui rappelle la tranche de temps supposée de Jean. Après, il y a débat autour de cette histoire, et j'aime ça, quand il y a débat, je trouve ça joli. Et hop, retour à la réalité, Jean se retrouve dans le présent en train d'embrasser le Jason Wingard d'aujourd'hui, juste devant Scott. Haha, alors Scott, ça fait quoi d'être trahi par la femme qu'on aime, hein? Heureusement que tu as gardé le numéro de Calling Wing. Allez, punchline dans ta face. Non, j'arrête, je me suis suffisamment acharné sur ce tâcheron de cyclope. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Bref, tout est en train de partir en quenouille. As-tu vu les belles quenouilles? Hein? Les belles quenouilles dans le marécage! Avant même que Jean puisse commencer à expliquer ce qui s'est passé, pour autant qu'il y ait quelque chose à expliquer, une créature plantureuse monte sur scène, au milieu d'un incroyable spectacle de lumière pyrotechnique. C'est la belle Dazzler dont les mamelles généreuses rendent amère la consommation du lait en poudre. L'unité de poche de cérébraux de Cyclope lui indique quel est le mutant qu'il recherche. Oh bah ça tombe bien. Dehors, Diablo décroche le téléphone de la voiture des X-Men et répond. C'est Kitty qui appelle à l'aide. Avant que Diablo ne puisse en apprendre davantage, il est attaqué par un soldat du Hellfire Club dans une armure spécialement conçue pour annuler ses pouvoirs. Le soldat l'attaque avec un appareil sonore qui est étonnamment similaire à un appareil de la salle des dangers qui l'avait arrêté quelque temps auparavant. Après, si vous avez pas lu cet épisode, c'est pas grave, il y a pire dans la vie. En tout cas, ça prouve bien que le Club des damnés connaît les faiblesses de ses ennemis. Si les soldats sont équipés d'une arme sonique identique à celle utilisée dans la salle des dangers, cela confirme bien que la salle des dangers a bien été mise sur écoute et que le Club des damnés a su tirer des enseignements de ce qui se passait. Ah non, mais attention là, les gars, ils vont loin, hein. Ah bah, c'est pas une organisation de... Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. C'est limite borderline là quand même, zombie, hein. Ah, c'est bon, commencez pas, hein, y a pas de quoi serrer les dents comme Yves Montand, hein. Deux autres soldats ont fait irruption dans le club de punk. Jean utilise ses pouvoirs pour changer ses vêtements de ville et ceux de Scott en uniforme X-Men, choquant Scott par sa démonstration de pouvoir. Oui, elle devient vraiment balèze la Jean, hein. Les soldats blindés ont également été spécialement conçus pour combattre leurs capacités mutantes, mais les soldats n'avaient pas prévu que Dazzler, agacé qu'on vienne lui pourrir son spectacle, entrerait dans le combat. Le pouvoir de Dazzler rend l'un des soldats catatonique, quelque chose qui surprend même Dazzler elle-même. Bref, Jean et Cyclope mettent marable leurs ennemis. Et n'oubliez pas les enfants, ce qui est important, c'est de défoncer celui qui n'est pas d'accord avec vous. On salue tous les gens qui utilisent Twitter au passage. Moi, je vais te défoncer la gueule, vu que si c'était autre chose, tu serais trop content. Alors le saviez-vous, et même si vous le savez, bah on va quand même le rappeler, hein, ce numéro présente les débuts de Dazzler. Je rappelle à tous ceux qui sont restés jusqu'ici pour regarder cette émission, et ils sont peu nombreux, je les embrasse, que ce n'est pas Claremont ou Byrne qui ont créé le personnage. Ils n'avaient d'ailleurs pas initialement l'intention de l'inclure dans cette histoire. Cependant, les hauts pontes de Marvel avaient l'intention de créer une grande sensation pour l'introduction du personnage de Dazzler, et on a demandé à Claremont et Byrne de lui attribuer un rôle principal dans l'histoire, car à cette époque, la saga des X-Men était la bande dessinée la plus vendue de la société. Il fallait faire de la promo en exposant plus au public ce personnage. Et comment ne pas apprécier son design jeune et dynamique? À qui? À Dazzler? Car plus qu'un objet, c'est un concept. Mais de quoi tu parles? Donc, bien qu'ils aient écrit et dessiné cette histoire avec Dazzler, Claremont et Byrne n'en sont pas les créateurs. Non. Je refuse de le croire. C'est impossible. Le personnage de Dazzler a été créé par Tom DeFalco, qui a eu l'idée de ses pouvoirs basés sur la lumière, et c'est John Romita Jr. qui a fourni les croquis initiaux, sans oublier Roger Stern, qui a conçu le nom du personnage. Dazzler a été créé dans le cadre d'une tentative avortée de marketing croisé. Bo Derek devait à l'origine jouer dans un film qui parlait d'une chanteuse de disco qui était également une super-héroïne, et il y avait une ferme intention de Marvel de sortir une série de disques prétendument chantés par le personnage de Bo Derek. Et c'est ainsi qu'on a demandé à Marvel de créer le personnage et de publier une bande dessinée la mettant en vedette afin de jeter les bases des autres projets. Cependant, Bo Derek Chouing Chapiteau
s'est retiré du projet, de sorte que les plans pour le film ont été annulés et que les disques n'ont pas pu être publiés. Ajoutons qu'à ce moment-là, une sévère réaction contre le genre disco s'était installée aux States, ce qui rendait peu probable le succès des disques. Mais avant que l'un de ces développements n'ait lieu, Marvel avait déjà publié ce numéro. Puisqu'ils avaient déjà fait leur début avec le personnage, Marvel a poursuivi la série de bande dessinée malgré la suspension des projets de promotion croisée. C'était vraiment très intéressant. Personnellement, j'ai jamais pris du plaisir à lire les aventures de Dazzler dans Titan. Excepté une fois au chalet. Oui, c'est vrai, excepté une fois au chalet, mais sinon, c'était vraiment pas ma tasse de thé. Mais revenons à notre BD. À la fin du combat, les deux X-Men rejoignent Diablo, qui leur dit que les X-Men de Chicago ont été pris en embuscade. Cyclope explique très rapidement à Dazzler qu'elle est une mutante et qu'ils ont besoin de son aide pour sauver leurs amis. Dazzler est surprise par tout cela, mais accepte de l'aider. Dès leur départ, le club explose, détruisant toutes les preuves de la bataille. Alors que les X-Men fuient en voiture, Cyclope voit Wingard se tenant sur un réverbère et il se demande qui est ce type qui a roulé un patin à sa meuf. Alors que la voiture passe, on remarque vaguement que l'ombre de Wingard projetée ne correspond pas à son corps, mais les X-Men sont loin de se douter qu'il s'agit du cerveau, tant son ombre aurait dû leur mettre l'anus à l'oreille. C'est dégueulasse! Chris Claremont orchestre une fois de plus une confrontation musclée et bien fichue des X-Men contre des ennemis qui semblent vraiment terribles. À l'époque, en tant que lecteur débutant des X-Men, j'avais vraiment l'impression que les X-Men allaient être confrontés à un ennemi encore plus redoutable que tous ceux qu'ils avaient connus. Et enchaînons sur l'Uncanny X-Men 131 de mars 1980, je crois, en tout cas c'était pas en 2005. La pauvre Kitty Pryde est poursuivie dans les rues de Chicago par des sbires du Hellfire Club. Juste au moment où il semble l'avoir coincée, Phoenix intervient et démolit leur voiture pendant que Diablo attrape Kitty et la téléporte sur le toit d'un entrepôt. Matez-moi comment elle a défoncé la bagnole des méchants, la Phoenix, pour pouvoir pénétrer la bagnole avec puissance. Ça rentre comme dans du beurre, comme disait mon ex. Oh, c'est vulgaire! Anecdote rigolote qui n'apparaît pas dans la version française, mais dans la VO, c'est que Diablo appelle Kitty par le doux nom de Liebchen, qui en allemand veut dire camisole ou bavoir, alors qu'il aurait dû dire Liebchen, qui signifie chérie en allemand. Je trouve ça rigolo, mais peut-être que ça ne l'est pas pour vous, parce que, je sais pas, vous êtes des cons. Scott est contrarié par la puissance de Phoenix, qui n'a eu aucun mal pour éliminer les sbires du club des damnés. La belle Jean, radieuse, est en train de virer au gré. T'as compris la blague? C'est drôle, non, hein? Franchement, t'es payé pour faire ces blagues? Oh c'est drôle, non? Jean Grey, Fat to Grey, non? En tout cas, c'était plus drôle quand je l'ai écrit sur le papier, hein. Phoenix prétend que c'est l'émotion qui lui a fait faire une telle démonstration de pouvoir. Elle les emmène ensuite tous les trois sur le toit où Diablo raconte comment Kitty a utilisé sa capacité de phasage pour lui échapper. Paniquée, Kitty essaie de se cacher des X-Men jusqu'à ce que Jean s'approche d'elle et gagne sa confiance. En tout cas, la Rookmout sait mieux s'y prendre que moi quand il s'agit d'aborder les gosses. Voyez plutôt cette photo. Les X-Men prennent l'aéroglisseur du club des damnés, et pendant que Cyclope soigne les blessures de Kitty, il l'écoute raconter comment les autres X-Men ont été faits prisonniers par la Reine Blanche. Cyclope fomente alors un plan pour sauver le reste de l'équipe, et il demande de l'aide à Kitty et Dazzler. Ils utilisent la voiture utilisée pour suivre Kitty pour s'introduire dans une succursale de Frost Industries à Chicago. Pendant ce temps, la terrible Emma Frost reprend son douloureux interrogatoire télépathique de Tornade. Kitty utilise sa capacité de mise en phase pour se faufiler à nouveau dans la pièce où les autres X-Men sont retenus captifs. Elle parvient à libérer Serval en passant sa main à travers la serrure de sa cage. Alors qu'elle l'aide, parce qu'il est encore groggy, la gamine est abattue par un garde qui ordonne ensuite à Serval de retourner dans la cage. Et là, j'adore l'image très explicite de la case. On sent que le garde vient de vivre ses dernières secondes de vie. Qu'est-ce que j'aurais donné cher pour voir le carcajou défoncer la rondelle du vilain tortionnaire en lui pétant le stick sans anesthésie générale. Dans le même temps, les X-Men libres passent à l'offensive. Une bataille éclate entre les X-Men et les membres de la base du Hellfire Club. Car souvenez-vous les enfants, la violence résout tout. Thèse audacieuse, ma foi, développée dans l'ouvrage de Bruno Bozir, C'est ma façon d'aimer, qui se lie assez facilement et avec légèreté. La Reine Blanche est agacée et décide de se venger en transformant Tornade en zombie. Avant qu'elle ne puisse exécuter cette menace, Phoenix la défie dans un duel en tête-à-tête. Non mais regardez-moi, ce regard à la fois serein et malfaisant, c'est flippant. De nos jours, t'aurais la Rookmout qui débarquerait avec cette tronche à l'Elysée, Macron se serait déjà tiré à Honolulu avec les Balkany. Ah, tu crois? Ah oui, non, c'est certain même. Une bataille télépathique débute et Phoenix domine rapidement son adversaire sous les yeux de Tornade qui est déconcerté par la démonstration de puissance de Jean. Dehors, les X-Men sont sortis du complexe quand celui-ci explose. Cyclope craint momentanément... Ah, c'est pas facile à dire, dis donc. Cyclope craint momentanément le pire, mais Phoenix émerge avec Tornade, toutes les deux indemnes. La Reine Blanche, selon Phoenix, n'a pas été aussi chanceuse. Elle lui a vraiment pété le stick. Le lendemain, à l'extérieur de la résidence des Pride, Charles-Xavier Darko se propose à Dazzler une place avec les X-Men. Elle refuse poliment, lui disant qu'elle est née pour être une chanteuse et non une super-héros. Après son départ, Scott se demande à haute voix s'ils peuvent lui faire confiance. Xavier lui assure qu'ils peuvent, il a sondé Dazzler
Dazzler. C'est dégueulasse. Les parents paniqués de Kitty sortent de la maison en commençant à gueuler comme des twittos mal embouchés. Tu sais, c'est comme ces cassos que tu vois brailler avec leurs mioches mal éduqués dans les supermarchés de pauvres, genre Cora ou Lidl, tu vois. La mère de Kitty est en larmes, tandis que le daron exige des réponses de Xavier sur ce qu'ils ont fait avec sa fille toute la nuit. Mais Jean utilise son pouvoir pour changer l'attitude du père, et le professeur semble aussi déconcerté par ce qui est en train de se passer. Jean avoue à Scott qu'elle a utilisé ses pouvoirs télépathiques pour modifier la pensée des Pride et les faire accepter de laisser Kitty étudier à l'école de Xavier. Elle lui assure qu'il n'y a pas de mal réel à cela. Et philosophiquement, il y a matière à disserter. Vous avez 3 heures. Non, je déconne. Personnellement, j'ai retourné le problème dans tous les sens, comme ma femme, et je partage totalement l'avis de la Roukmout. Et la scène finale est géniale. Seul avec Ororo, Scott exprime ses craintes. Jean est devenu trop balèze, et ça risque de partir en quenouille. As-tu vu cette quenouille? Elle utilise ses pouvoirs avec beaucoup trop de désinvolture. Ororo est d'accord et avoue qu'elle était terrifiée de voir Phoenix défoncer la rondelle de son ennemi lors de sa bataille avec la Reine Blanche. Et franchement, au risque d'être insistant et redondant, comme un tuto make-up d'Enjoy Penis, je trouve que Jean est en train de virer au gris. Arrêtez! Alors qu'ils rejoignent les autres, Tornade est d'avis que quelque chose ou quelqu'un exerce une influence contre nature sur Jean et qu'il doit faire quelque chose avant que le pouvoir du Phénix ne la consume. Tout ça sous le regard fantomatique de Jason Wingard. J'adore ce cliffhanger. Ça sent le pâté, même si moi je préfère la terrine. Bref, quel gros épisode. Quelle taille à peu près? Mouse costaud. C'est donc avec cet épisode que Chris Claremont conclut cet arc narratif extraordinaire où les X-Men affrontent la Reine Blanche. L'épisode est génial. Et en plus de présenter un sauvetage très réussi d'une moitié de l'équipe par l'autre, Chris Claremont nous montre clairement que Jean Phoenix est un personnage très inquiétant et qu'il se trame des choses assez flippantes pour l'avenir. La saga du Phénix Noir se met lentement en place et c'est waouh! Waouh! Je vous remercie de tout mon cœur pour votre attention. J'espère que ce moment aura été aussi plaisant pour vous que pour moi, avec mon chausson aux pommes. Laisse pause blow, partagez, bref, vous connaissez les classiques contingences qu'impose YouTube. Je vous dis à très bientôt mes petits farfadets velus, pour d'autres moments nostalgiques et autres sensations bien. N'achetez pas chinois et n'oubliez pas que la dernière goutte est l'ennemi des sous-vêtements. Et quel rapport avec cette émission sur Special Strange? Bah aucun, c'est ça qui est fou, non? Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Non, Abdel Razak, Ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Ta gueule! Voilà! Et voilà! As-tu vu les canouilles?